Bonjour à toutes et à tous. Je suis Fadia Dib, médecin de santé publique de formation. Je suis ravie de partager avec vous les résultats qui constituent une partie de ma thèse. Rassurez-vous, je ne présenterai pas toute la thèse. Il me faudrait 40 minutes. Donc là, j'ai 10 minutes. J'essaierai de tenir le timing en présentant uniquement l'enquête téléphonique. Donc, ce travail a été réalisé dans le cadre d'une thèse dirigée par le professeur Odile Bonnet et le docteur Pierre Chauvin. Il a bénéficié d'un financement de l'Institut national du cancer, une subvention doctorale et du Merck Investigator Studies Program également. Donc, ces chiffres-là de couverture vaccinale vous ont été présentés ce matin, donc je ne reviendrai pas longuement là-dessus, simplement pour dire que les chiffres sont faibles, et ce, depuis l'introduction de cette vaccination dans le calendrier vaccinal. Pour expliquer ces faibles taux de couverture vaccinale, on peut citer le phénomène d'hésitation vaccinale qui a été défini en 2014 par l'OMS comme étant le retard dans l'acceptation ou le refus des vaccins malgré la disponibilité des services de vaccination. Donc, c'est un phénomène qui est complexe, qui est spécifique au contexte et qui varie selon le moment, le lieu et les vaccins. Donc, de la même manière, l'OMS a proposé une matrice des déterminants de cette hésitation vaccinale pour revenir sur les 3 grands groupes de facteurs, donc les facteurs contextuels, les facteurs individuels et collectifs, ainsi que les facteurs spécifiques à la vaccination. Je ne citerai pas l'ensemble des facteurs, mais simplement pour donner des exemples. Dans les influences contextuelles, on a le rôle de la communication et des médias, les influences historiques, les obstacles géographiques, pour ce qui est du contextuel. Pour les individuels et collectifs, on a les expériences antérieures de la vaccination, les connaissances, l'information, la vaccination comme norme sociale par opposition à une utile néfaste. Et puis, pour citer certains exemples sur les influences spécifiques à la vaccination, cette fois-ci, on a le rapport, par exemple, rapport bénéfice-risque, donc s'agissant des données scientifiques, le mode d'administration, les coûts, etc. Le rôle des professionnels de santé. Donc ça, c'est une figure que vous avez sans doute vue, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Elle est assez ancienne, elle date de 2016. Simplement, c'était vraiment dans le contexte de la proposition de mon travail qui a démarré en 2018. Donc là, on avait vraiment la France qui se positionnait parmi les pays européens avec la méfiance en la sécurité des vaccins. Et donc, c'est quelque chose qui était qui est assez marquant. Pourquoi ça? On peut citer les différentes polémiques liées à la vaccination, notamment la vaccination ROR, mais également la sclérose en plaques, donc sur les risques avérés ou non de ces vaccinations, et puis aussi le rôle de la mésinformation, de la désinformation qui circulent dans les réseaux sociaux et d'une manière générale, en fait, les messages anti-vax qu'on peut trouver sur Internet. Alors également, c'est une figure qui a été montrée ce matin, simplement pour revenir effectivement sur le fait que les pays, on a des pays qui vaccinent très bien, les pays du Sud, ça a été dit, donc je ne reviendrai pas, c'est vraiment simplement pour planter le décor de cette étude. Donc, au démarrage du travail, en 2018, il y avait très peu de données sur les déterminants de la vaccination anti-HPV en France. On disposait d'analyses de bases de données médico-administratives, donc les analyses du SNIRAM, avec les limites inhérentes de ces études sur grande base de données. On disposait également de quelques études régionales, mais vraiment pas d'études au niveau national. Or, la compréhension des freins et des leviers de cette vaccination est cruciale pour pouvoir proposer des actions reposant sur des données probantes. Donc vraiment, globalement, l'objectif de ce travail était d'identifier les facteurs associés à la vaccination anti-HPV chez les jeunes filles âgées de 11 à 14 ans en France.
Donc, nous avons réalisé une enquête téléphonique transversale en avril 2021. Cette enquête était précédée par une phase pilote réalisée chez une trentaine de mères. La population d'études était constituée d'un millier de mères de filles âgées de 11 à 14 ans et l'échantillonnage a été réalisé par la méthode des quotas sur le CSP de la personne de référence dans le ménage, le nombre d'enfants dans le ménage ainsi que la région géographique de résidence. Alors, les questionnaires qui ont été administrés dans cette étude, tout d'abord, le questionnaire d'enquête français sur les déterminants de l'hésitation à la vaccination. Donc, en fait, ce questionnaire-là, je ne vous présente pas la méthodologie de développement, mais simplement assez rapidement. C'est un questionnaire qui a été élaboré par la méthode Delphi en 2 tours, qui, dans sa version finale, comprend 57 items. 57 items qui ont été proposés selon la matrice des déterminants de l'OMS que je vous ai présenté en tout début de topo et donc qui reposait sur ce grand modèle de déterminants, une revue de littérature et les propositions d'experts. Donc, on avait un panel multidisciplinaire d'experts, une quinzaine d'experts avec sociologues, anthropologues, virologues, gynécologues. Certains d'entre vous ici ont participé à l'élaboration de ce questionnaire. Donc ensuite, on avait le questionnaire PAPM, donc qui est le stade de décision qui concerne la vaccination anti-HPV, donc selon le modèle du processus d'adoption du comportement de précaution. Et enfin, les items du JVCI, qui sont les items de confiance envers les vaccins qui ont été proposés en 2016 par l'équipe de Heidi Larson. Donc, je vous ai cité la phase pilote sur une trentaine de mères. Quel était son objectif? Eh bien, tout simplement déjà tester le questionnaire des 57 items qui avaient été développés en première partie de thèse, puisque 57 c'est quand même très long pour un questionnaire administré au téléphone. Donc, évaluer la durée de passation du questionnaire, vérifier la compréhension des questions également, puisque ces questionnaires-là avaient été développés par un panel d'experts, donc il n'y avait pas eu on n'avait pas eu la possibilité à l'époque d'associer la société civile, donc on voulait être sûr que ce questionnaire soit bien compris par les participantes, et puis aussi vérifier l'approche des répondantes face à cette thématique. Donc rapidement ici, les résultats de la phase pilote. Donc je vous ai dit 30 mères ont participé. On a juste voulu vérifier que la distribution de ces mères-là correspondait bien était bien représentative de la population d'études et qu'il n'y avait pas de biais de sélection, y compris dans cette phase pilote, ce qui était le cas. Donc cette enquête, je l'ai pas citée, elle a été administrée par l'Institut Ipsos et donc ce sont des enquêteurs formés qui ont réalisé ces enquêtes-là. J'ai pu faire des écoutes pour voir comment ça se passait. Donc pour la phase pilote, on a vérifié que la durée totale du questionnaire, donc y compris le fameux questionnaire de 57 items, la durée totale ne dépassait pas 27 minutes, ce qui est resté donc dans notre objectif. Le thème était plutôt bien accueilli, le questionnaire était facile à passer. On a procédé à un certain nombre de petits ajustements face aux remarques des participantes, mais sans ça, c'était plutôt le questionnaire était plutôt bien accepté. Alors, on a mis en place un certain dispositif d'information avec un site internet, avec une adresse mail dédiée et également une hotline pour pouvoir répondre aux questions des participantes s'il y avait des questions spécifiques. Il y avait évidemment aussi des notes d'information écrites qui étaient envoyées après le contact téléphonique. Donc, tout ça était bien cadré. Et sinon, juste à titre anecdotique, la hotline n'a servi à rien, ce qui était plutôt une bonne nouvelle puisqu'on craignait un petit peu on va dire les mouvements anti-vax. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de souci de ce point de vue-là. Alors, pour rentrer dans les résultats d'études,
Ici, les caractéristiques de la population d'études. Donc, en moyenne, une moyenne d'âge de 43 ans, à peu près 74% des femmes, des mères vivaient en couple, 40% des femmes avaient un niveau d'éducation Bac+2, à peu près 6% avaient la mutuelle et un peu moins de 5% percevaient des minima sociaux. Ce qui concerne donc maintenant les stades le stade PAPM, c'est-à-dire où on en est dans cette réflexion, cette décision de vacciner ou pas, très peu étaient au stade 1 et 2, c'est-à-dire ignorant l'existence du vaccin, uniquement 4%. 6% ne se sentaient pas impliqués dans la décision de vacciner. 7% étaient indécises. 16% quand même étaient décidés à ne pas vacciner. 28% étaient au stade 5, décidés à vacciner, mais bon, une décision, ça ne veut pas dire que c'est suivi par les faits. Donc, mais en tous les cas, ça contraste quand même avec les 16% qui, elles, n'étaient pas, enfin, étaient décidées à ne pas vacciner. Et puis, 39% déclaraient avoir vacciné leur fille. Alors ici, j'ai sélectionné quelques résultats. Encore une fois, à 57 items, c'était un petit peu compliqué de pouvoir vous présenter tous les résultats en 10 minutes, mais simplement les résultats qui, moi, étaient pour moi les plus significatifs. Donc, quand même, près de la moitié des participantes ont déclaré avoir recherché des informations sur la vaccination anti-HPV, donc ce qui dénote du manque d'informations à ce sujet. Et sur ces 50%, Internet était la première source d'information. Donc, je vous épargne le troisième papier où il y a une démonstration sur le fait d'aller chercher l'information sur Internet sur la couverture vaccinale, mais en tout cas, 75% des femmes allaient chercher l'information sur Internet, suivies par le médecin traitant, 60%, et un autre médecin dans 33% des cas. Alors, sur les méconnaissances les plus fréquentes, on avait proposé une dizaine d'items, 11 items plus exactement. Et sur ces 11 items-là, les méconnaissances les plus fréquentes étaient liées au cancer ORL. Donc, 77% des répondantes ne savaient pas que les infections HPV pouvaient causer des cancers de la gorge. 77%. Près de 57% ne savaient pas que les HPV pouvaient être transmis par sexe oral. Et puis, un peu moins de la moitié, près de la moitié des femmes ne savaient pas qu'avoir des relations sexuelles à un âge jeune pouvait augmenter les risques de contracter l'infection HPV. Donc là, vraiment, les méconnaissances les plus fréquentes sur lesquelles on a aujourd'hui un levier d'action. Maintenant, pour revenir plus spécifiquement sur donc les facteurs qui sont associés à la couverture vaccinale, pour commencer par les leviers finalement. Qu'est-ce qui fait qu'une mère vaccine plus ou moins sa fille? Donc là, en l'occurrence, il vaccine plus. Donc c'est le fait de penser, simplement la perception que les médecins pensent que c'est une bonne idée de vacciner les filles. C'était associé à un autre ratio de pratiquement 5. Donc, un facteur très fortement positivement associé à la couverture vaccinale. Donc, finalement, la perception de ce qui est la norme médicale. Si on pense que les médecins pensent que vacciner, c'est bien, eh bien, finalement, on vaccine. Également, le fait d'avoir posé des questions aux médecins. Donc, c'est le fait d'avoir cherché de l'information et d'avoir cherché de l'information au bon endroit. C'était un facteur qui était positivement associé à la couverture vaccinale. Par contre, les facteurs les plus négativement associés à la couverture, là, c'était l'âge de la fille. Et l'âge de la fille qui soit perçu par la mère, c'est-à-dire je pense que ma fille est trop jeune, ce qui est ici le cas, ou l'âge réel. Donc vraiment un problème avec l'âge, et ce que derrière, en réalité, on cache derrière l'âge, c'est le problème d'aborder ce sujet qui est tabou, qui est difficile à aborder, qui est lié à la sexualité. Mais donc là, c'est vraiment un facteur qui est très, très fortement associé, négativement associé à la couverture vaccinale. Et puis aussi, et ça a été cité ce matin, ça fait bien. En bas. Alors, il y a le fait que la vaccination HPV n'est pas sûre.
là aussi, un odds ratio à 0,42, suivi par la croyance en fait que les HPV sont rares. Donc, c'est un facteur qui est négativement associé. Et l'antécédent, finalement, si une mère ne s'est pas vaccinée elle-même, elle aura plus de chances de refuser un vaccin pour sa fille. Donc voilà pour les facteurs les significativement associés à la couverture vaccinale. Donc avant d'aborder les enseignements qu'on peut tirer de ces données combinées bien entendu avec les données de la littérature, je voudrais aborder les limites quand même de cette étude. Donc en premier lieu, la méthode d'échantillonnage. J'ai cité que c'était une méthode d'échantillonnage par quota. Qui limite évidemment la généralisabilité et la précision autour des intervalles de confiance, mais on ne pouvait pas là faire une étude, un échantillonnage probabiliste, étant donné qu'il y avait il y a seulement 6% des ménages qui avaient une fille de 11 à 14 ans, donc d'un point de vue où c'était impossible dans le cadre d'une thèse. La population d'études a été limitée aux mères. Ça aussi, c'était j'allais dire, d'un point de vue pragmatique. Mais là, par contre, on sait que de toute façon, ce sont les mères là qui sont plus impliquées dans la décision de vacciner ou pas. Ça restait quand même une limite acceptable. Et puis, dans cette étude, il n'y avait pas de données sur la vaccination des garçons, tout simplement parce qu'au moment où j'ai initié ce projet, donc en 2018, la recommandation pour les garçons n'était pas encore disponible. Donc, si on s'arrête un petit peu et on récapitule et on se dit, maintenant qu'on a ces données-là, ok, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Déjà, peut-être pour refaire le point, ce qu'on a vu, c'est les croyances des mères. Donc, le vaccin HPV n'est pas sûr. Je trouve que ma fille est trop jeune. Et puis, à contrario, de façon plus positive, le fait de penser que les médecins, en tout cas que finalement associer cette vaccination à une norme médicale, c'est positif. Et puis, le fait aussi d'aller chercher l'information au bon endroit, contrairement à Internet. Et puis en face, le médecin, donc avec son colloque singulier avec les patients, là en l'occurrence les mères, qui se posent eux-mêmes des questions sur les effets indésirables, donc de la vaccination, donc un certain nombre de doutes sur ce sujet-là. Et puis, dans un cas sur deux, nous dit la littérature, qui ne sont pas convaincus de la précocité, en tout cas de cette vaccination, vu qu'à cet âge-là, on ne comprend pas grand-chose de ce vaccin. Est-ce qu'on ne comprend pas grand-chose ou est-ce que c'est un sujet délicat à aborder? Enfin voilà, on tourne autour de l'inconfort qui peut y avoir du côté des parents, mais également du côté des professionnels de santé sur ce sujet de vaccination. Alors, comment on peut briser ce cercle vicieux? Première chose, la communication. Donc, la communication grand public auprès des parents, auprès des adolescents, mais également auprès finalement des professionnels eux-mêmes, des professionnels de santé. Alors, pour tout ce qui est lié au sujet, je vais chercher de l'information sur Internet, il y a le concept de littératie en santé numérique ici, pour aller avoir les outils finalement d'interroger Internet de façon fiable. Et puis enfin, la formation des médecins généralistes, qu'elle soit initiale ou continue. Donc, et juste avant pour conclure, je voudrais revenir sur le concept de l'âge, puisque finalement, c'est pas un sujet nouveau. Ce matin, il y a une question sur est-ce qu'il faut abaisser le seuil de l'âge. Alors, en 2007, la cible était pour les filles de 14 ans. Il y a eu une saisine en 2012 pour abaisser ce seuil d'âge-là, avec des partisans d'une vaccination précoce pour éviter d'aborder le sujet des IST et de la sexualité. Et si je devais, moi, me positionner par rapport à mes données, les données de l'étude, et puis également ce qui s'est passé donc historiquement, finalement, cet argument de la disjonction vaccination, la décorrélation entre cette vaccination et la sexualité est avancé
par des sociétés savantes. Il y a des données de la littérature en faveur de cette disjonction. En pratique, on sait que certains pays vaccinent déjà à l'âge de 9 ans, que c'est déjà recommandé à 9 ans en France pour certaines populations cibles, et que ça pourrait aussi s'intégrer dans la visite médicale qui est proposée aujourd'hui chez les 8-9 ans. Donc voilà, je voudrais remercier chaleureusement le panel d'experts, les co-auteurs, l'Institut Ipsos, INSERM, l'INCa et MERC. Merci beaucoup.